Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain qui nous donne l'occasion de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, bienvenue. Merci beaucoup de nous éclairer sur l'actualité américaine chaque semaine. Une actualité de marché qui vous intéresse pour commencer, Pierre-Yves, qui est devenu le boursicoteur américain, enthousiaste, avide même, je dirais, qu'on a vu arriver dans les marchés au moment de la pandémie en mars 2020, qui avait fait beaucoup parler de lui avec la séquence des meme stocks. Où en est ce boursicoteur américain 2 ans après, Pierre-Yves ? On a cru qu'il avait disparu. Si l'on en juge par le volume d'ordres passés par des particuliers, il était tombé grossièrement en moyenne au mois de janvier à 15 milliards de dollars contre en mars 2020, à l'époque de l'hystérie, 25 milliards. En gros, 18% aujourd'hui contre 24% au pic. Les choses ont un petit peu évolué à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. On comprend avec cette envolée incroyable du Nasdaq en particulier qui a réveillé les instincts chasseurs de certains traders en pyjama. Pour autant, on est très loin du volume du retail investor, de l'investisseur, du petit boursicoteur, du petit porteur, qui d'ailleurs, attention, n'est pas toujours si petit que ça. Par rapport à la grande poussée que nous avons connue au moment de la pandémie. Pour prendre 3 valeurs qui étaient devenues des valeurs fétiches de ces boursicoteurs qui chassaient en meute et qui se retrouvaient sur des forums comme Reddit, Discord ou même tout simplement sur Twitter et qui s'entendaient pour sélectionner quelques actions qui étaient considérablement vendues à terme par des institutionnels, avec la possibilité de les faire monter pour forcer ces institutionnels à se retrouver à découvert et du coup à faire s'envoler ces valeurs qui par ailleurs avaient des fondamentaux catastrophiques, eh bien on voit que GameStop, qui était monté à 47 $ aujourd'hui, est tombé à 22. AMC, la chaîne de cinéma, a été montée jusqu'à 35 et est tombée à 6. Quant à Bed Bath & Beyond, la chaîne de distribution de produits de décoration pour la salle de bain, elle est pratiquement en faillite, cette société. On est passé au plus haut de 23 à 3 $ aujourd'hui. Donc, les gros spéculateurs de la grande époque ont mordu la poussière, ce qui explique qu'ils aient largement disparu au cours des derniers mois, même si cette espèce n'est peut-être pas totalement évincée de la surface de la planète. Vous connaissez nos deux amis, Tina et FOMO, Grégoire. Tina est morte à cause de la Fed, mais FOMO peut-être est en train de renaître. Tina, c'est un acronyme. There is no alternative, sous-entendu, il n'y a pas d'alternative à l'investissement en actions. C'était la grande époque où les obligations ne rapportaient rien, donc tout ce qu'on pouvait acheter en gros, c'était soit des actifs innovants, disons par politesse, du crypto, peut-être des matières premières, mais surtout des actions. Tina est morte parce que la Réserve fédérale a tout d'un coup relevé massivement ses taux d'intérêt et tout d'un coup, les obligations redeviennent une alternative aux actions. FOMO, en revanche, FOMO est peut-être en train de renaître de ses cendres après avoir pratiquement disparu. FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de rater le coche, la peur de rester sur le quai de la gare quand le train du bull market traverse la gare et qu'on n'arrive pas à s'accrocher dans le wagon. Le Nasdaq a perdu 33% l'an dernier, mais attention, il en a gagné 15 au mois de janvier, donc c'est peut-être le moment de revenir sur certaines valeurs. En tout cas, Goldman Sachs considère dans sa boule de cristal que pas moins de 100 milliards de dollars de liquidités vont être retirés du marché en 2023 par les particuliers. Ça n'est pas négligeable, surtout les jours où ça va mal. C'est toute une liquidité qui était là et qui risque de disparaître. Oui.
Très intéressant effectivement, parce que le volume des particuliers sur le marché américain est un volume qui compte. On en a pris conscience avec l'explosion effectivement de ces volumes de trading liés au retail américain, aux investisseurs particuliers à partir de la pandémie et du printemps 2020. Pierre-Yves, l'événement politique de la semaine à compter de demain, la nuit prochaine pour nous, je crois, heure de Paris, ce sera le traditionnel discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Joe Biden. Est-ce que c'est un événement toujours aussi important et de quoi parle-t-on ? Pardonnez-moi, Grégoire, je bâille. À votre combienième discours sur l'état de l'Union, Pierre-Yves ? Vous avez arrêté de compter, c'est ça ? Ça fait plus de 30 ans. Non, c'est plus possible là. Non, écoutez, soyons d'abord honnêtes et respectables à l'égard du président des États-Unis. Les discours sur l'état de l'Union sont l'objet d'un énorme battage médiatique à Washington pendant les 3-4 jours qui précèdent. On en parle énormément ensuite pendant une douzaine d'heures, et puis ensuite c'est totalement oublié au bout de 24 heures, quel que soit le président. Et cette année, je pense, n'échappera pas à la règle. Tout le monde va parler de ce discours, ça a déjà commencé, on en parlera énormément demain, on va en parler un petit peu, et puis avec le décalage en Europe, un petit peu le mercredi. Et en fait, tout sera oublié. Pourquoi ? Parce qu'on a un Congrès qui est complètement divisé en deux, pratiquement en deux parts égales, que les Républicains n'ont qu'une seule obsession, c'est de détruire le peu de choses qui a été construit par Joe Biden depuis 2 ans. Quant à Joe Biden, il est obsédé par la nécessité de faire remonter sa cote de popularité, de convaincre des Américains qui sont très sceptiques que l'Amérique ne va pas si mal que ça. Tout cela pour préparer le terrain de sa candidature qui, nous en avons déjà parlé il y a quelque temps, vous et moi, Grégoire, n'est pas officielle, mais est pratiquement acquise. Vous avez noté par exemple que le Parti démocrate vient de changer le calendrier des primaires. On ne va plus commencer par l'Iowa, où Joe Biden aurait très peu de chances de gagner. On va commencer par la Caroline du Sud. Là, il a de très fortes chances de gagner. La cote de popularité de Joe Biden, c'est 42%. C'est inférieur à la moyenne des 13 précédents présidents. Les Américains sont toujours aussi pessimistes en dépit d'un taux de chômage qui est au plus bas depuis 53 ans. On a plus de 40% des Américains qui sont convaincus que financièrement, ils ont perdu depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Joe Biden va utiliser les longues minutes de télévision que vont lui accorder les réseaux américains pour expliquer que ça va beaucoup mieux, que l'inflation baisse, que le chômage tient bon, que le chômage ne grimpe pas, que l'emploi tient bon, et que les réformes, en particulier investissement en matière d'infrastructure et les fortes dépenses qui commencent à peine d'être mises en jeu, sont en train de porter leurs fruits et vont refaire de l'Amérique un pays qui est bon pour les classes moyennes, qui est bon pour l'industrie et qui est bon pour la croissance de tout le monde. Les sondages montrent que beaucoup d'Américains, une majorité d'Américains, ne croient pas dans ce scénario. Quant aux démocrates, et c'est surtout ça qui est intéressant, en l'occurrence, si Joe Biden prépare effectivement sa candidature, 58% des Américains qui sont enregistrés sur les listes électorales et qui ont l'intention de participer aux primaires, 58% des Américains considèrent que Joe Biden ne devrait pas être le candidat de leur parti dans 2 ans. Donc Joe Biden a une cinquantaine de minutes pour convaincre, pour proposer de nouvelles initiatives législatives. Les républicains vont beaucoup applaudir avec un grand sourire, mais n'en penseront pas moins. On suivra ça ou pas, d'ailleurs, du coup, la nuit prochaine pour nous, dans la nuit de mardi à mercredi, je crois que ça doit être autour de 3h du matin, heure française, oui. Heure de Paris. Bon, les commentaires et le résumé du lendemain matin sera largement suffisant. Dernière question, Pierre-Yves, le ballon chinois, je ne sais pas, premier commentaire sur cette affaire. J'ai l'impression que ça embête tout le monde et que ça embête peut-être même autant les États-Unis que la Chine à ce stade. Écoute, moi, ce qui me frappe, c'est que la Maison-Blanche et le Pentagone n'ont parlé de ce ballon que lorsqu'il est devenu visible à l'œil nu par les gens qui habitaient dans le Montana. Ils savaient que le ballon était là et ils n'ont rien dit.
Et on entend dire maintenant, et j'ai tendance à le croire, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des ballons qui traversent le territoire américain en violation manifeste de la souveraineté aérienne américaine, mais que les Américains n'ont rien dit, parce qu'on ne les voyait pas. C'est un petit peu comme les documents ultra secrets du président Biden qui sont restés cachés pendant 68 jours jusqu'à ce que ça soit révélé par la presse. Et à ce moment-là, la Maison-Blanche a dû admettre que oui, effectivement, il y avait des documents qui ne devaient pas être là où ils étaient. Je pense que les États-Unis de Joe Biden, et ils sont critiqués par les républicains, ont essayé de répondre de manière extrêmement mesurée à cet incident. Et en dépit des déclarations fracassantes des républicains en la matière, je pense que c'est plutôt bien joué de la part du président Biden d'avoir attendu aussi longtemps pour... on n'a pas besoin d'un incident de plus, ça va déjà suffisamment mal entre la Chine et les États-Unis. Il faut mettre un plancher quand même à la dégradation de la relation Chine-États-Unis. Il ne faut pas que ça aille trop vite, trop fort non plus. Oui, je pense que le discours de Joe Biden est très dur à l'égard de la Chine et je ne serais pas surpris que des éléments de la Navy se déploient encore non loin de Taïwan, y compris dans des zones qui sont contestées par la Chine communiste, puisqu'on appelle ça la Chine communiste à Washington. Mais cette histoire de ballon n'arrange personne. Ouais. Bon. Et elle a conduit à l'annulation, le report sine die de la visite d'État d'Anthony Blinken, enfin visite d'État, non, du secrétaire d'État qui était prévu en Chine, qui était censé être la première visite de ce niveau depuis plusieurs années maintenant pour un officiel américain sur le territoire chinois. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse et de Bismart avec nous en direct chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé dans l'émission à partir de 20h, donc 20h45 pour ce quart d'heure américain, que vous retrouvez également en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.